Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. On progresse vraiment dans la saison. Bientôt, même si on a attendu longtemps l'arrivée du printemps, va venir l'été. On va prendre une petite pause. Mais avant de prendre la pause, il nous reste quelques invités à recevoir. Et une invitée que ça fait longtemps. Parce qu'on se remémorait tout à l'heure, ça a pris 2 ans et à peu près 75 émissions plus tard. On s'est croisés peut-être 5 minutes au Technovision à Longueuil en 2017. Elle avait donné une conférence. Nous, on avait un kiosque pour la compagnie Point par Point. Mais notre courte rencontre a permis d'échanger nos cartes professionnelles et maintenant, nous voici. Mon invité s'appelle Claudia Nigrelli. D'abord, bonjour Claudia. Ben, bonjour Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. C'est vraiment le fun qu'on se... Après si longtemps... qu'on se soit trouvé un temps dans nos emplois Exactement. Du temps très chargés. Et en tout cas, moi, j'ai hâte que tu nous expliques c'est quoi toutes tes occupations parce que... On n'a pas assez de temps, je pense, mais je vais faire mon mieux. On va le prendre. On va le prendre le plus possible. C'est bon. Mais avant d'arriver à tes occupations actuelles, moi, j'aimerais ça quand même qu'on commence du début. J'aime ça, avoir une idée de l'époque approximative à laquelle tu es né, si tu veux pas le dire exactement, puis à quel moment, à quel endroit tu es né. Mm-hmm. Donc, moi, je suis née à Montréal. Donc, oui, je suis née à Montréal. En fait, c'est là où est-ce que j'ai habité depuis, en fait, janvier de cette année. Donc, ça fait pas trop longtemps. Je suis rendue sur la Rive-Sud, imagine-le, mais je croyais jamais de venir à la Rive-Sud. C'est vrai, parce qu'au départ, je pensais aller te trouver, genre, dans le coin de c'était quoi, Henri Bourassa? Henri Bourassa, exactement. Okay. Oui, dans vraiment le cœur de Montréal, si on veut. Et là, je suis rendue à Boucherville, donc vraiment, on est des voisins, on peut dire. Oui. Mais donc c'est ça. Donc, je suis née à Montréal en 88, donc qui fait que j'ai 31 ans. 88. 88. 88. Je l'ai déjà dit, connaissez-vous, mais moi, en 88, à quel mois tu es née? Mars. Oui. Moi, en 88, je finissais le primaire, puis je rentrais au secondaire en septembre. Mais moi, j'étais née, hein? Wow! Oui, c'est wow, hein? Ça me rajeunit pas. Non, on ne dira pas. Okay, Pas trop fort. Oui, donc non, c'est ça. Donc, je suis vraiment montréalaise, mais j'avoue que j'ai voyagé beaucoup, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Donc, j'ai quand même connu beaucoup de places. Puis maintenant, je connais la Rive-Sud de plus en plus, que je peux pas dire que ça me déplaît. Donc, j'aime beaucoup ça. C'est la Rive-Sud, pour moi, en fait, je peux dire, c'est plus sécuritaire pour moi de marcher tout seul dehors. Je commence à prendre des cours d'orientation mobilité, donc pour me rapproprier avec où est-ce que j'habite en ce moment. Donc, même si j'aime Montréal, je dois avouer que je commence à aimer de plus en plus la Rive-Sud. OK. Mais là, bon... quand tu étais jeune, quand tu étais tout petite, toi, ton problème de vision, il découle de quoi exactement? J'ai été diagnostiquée à l'âge de 7 ans, donc très jeune, de la rétinite pigmentaire. À l'âge de 7 ans jusqu'à 24 ans, je me considère quand même chanceuse. J'ai quand même eu de la bonne vision. Et là, je fais des guillemets, là, mais la bonne vision, dans le sens que je pouvais lire, écrire, marcher sans canne blanche. Donc, j'ai eu ma canne blanche à l'âge de 17 ans par une question de sécurité. Donc, j'allais au cégep Dawson, au centre-ville. Donc, on s'est dit que ça serait peut-être un peu plus sécuritaire que j'aille... tu sois identifié un peu. Oui, exactement. Puis, mais même jusqu'à là, j'avais quand même assez de vision. OK. Et l'âge de 24 ans, dans l'espace d'à peu près 2-3 semaines, on s'est
pas pourquoi. On ne pose pas toujours la question pourquoi notre vision diminue. Mais on peut dire que c'était peut-être un peu de stress ou quoi que ce soit. Mais la vision, elle a diminué assez pour que maintenant, je vois embrouiller en avant. Donc, quand je regarde tout droit, c'est vraiment comme si je porterais des lunettes embrouillées et des côtés relatifs. Quand je dis je vois bien, mais c'est bien embrouillé. Mais pour moi, j'ai quand même un peu de vision périphérique. C'est ça, parce que le peu de vision qui reste, il est important. Oui, mais oui, on n'en doute pas, ça nous sert quand même. Je pense que Martin, toi aussi, on en jasait un peu avant l'entrevue, qu'on utilise toujours qu'est-ce qui nous reste, exact. Parce qu'on est fiers. Puis quand il y a du changement, que ce soit positif ou négatif, ben on le prend. Forcément, oui, on n'a pas paraît. le choix. Oui, exact. Effectivement. Mais donc, quand tu étais enfant, t'avais pas trop de répercussions? T'avais pas, comme admettons, à l'école? Répercussions, choses arrivées avec la vision, ouais. tu veux dire? Oui, c'est sûr. Si je peux bien répondre à ta question, je vais essayer le mieux possible, mais l'intimidation. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui faisait le plus partie. En ayant un handicap visuel, j'étais très intimidée à l'école. Que ça soit, écoute, des choses assez graves, trébuchées, mis dans un casier. Les gens poussaient mes livres et tout ça de mes mains, donc pour que je les retrouve à terre. Donc, c'était une répercussion quand même assez négative. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner que moi, j'étais la seule personne non-voyante dans mon école qui avait un handicap visuel. Donc déjà commencer l'école primaire et aller au secondaire, il y avait personne avec qui que je pouvais dire cette personne-là me ressemble. Donc, je suis toujours beaucoup tout seul avec cet handicap visuel-là. OK. Mais concrètement, mettons dans les cours, oui. est-ce que tu pouvais pas lire au tableau, Non, je pouvais pas lire au tableau. En fait, en primaire, oui, jusqu'à peu près secondaire 1, secondaire 2. Donc, quand je dis que j'avais la vision quand même bien, mais faut comprendre que oui, j'ai eu quelques chutes de vision. Okay. Mais c'est toujours stable dans le sens que j'étais encore capable de lire et écrire, mais c'était vraiment en secondaire 1 ou 2 que j'ai eu quelqu'un qui prenait mes notes. Donc, preneur de notes qui m'aidait. Par contre, mes déplacements restaient toujours, j'étais capable de les faire par moi-même. OK. Puis ça, les différences que tu vivais, c'était assez pour que les autres en profitent puis soient désagréables. Oui. En fait, quand j'ai connu quelque chose de bien, c'est quand j'ai vraiment commencé le camp d'été avec la Fondation des aveugles du Québec. Donc, moi, j'allais vraiment au camp régulier d'été pour à peu près 2-3 ans et je me sentais toujours seule parce que même l'été où est-ce que c'était supposé d'être amusant, mais les enfants me laissaient de côté quand ils jouaient à la balle, quand ils faisaient... Puis c'est vraiment avec un intervenant que j'ai eu en orientation mobilité qui m'a dit, est-ce que tu connais la Fondation des aveugles du Québec? J'avais aucune idée c'était quoi. Et j'ai vitement réalisé que je pouvais pratiquer des sports tels que le rafting, le ski, des choses que j'avais jamais imaginé possibles, mais je l'avais fait avec des gens maintenant qui me ressemblaient. Donc, alors que dans le camp régulier, la moindre occasion de te laisser de côté... Je le vivais déjà à l'école, donc ça me tentait pas de le vivre aussi à l'été. Écoute, je dois dire que ça m'a beaucoup fait voir, OK, il y a du monde je peux me comparer à quelque chose. Je peux me trouver un petit ami qui vit la même chose que moi. Et là, j'ai commencé vraiment à échanger... échanger un peu les côtés, qu'est-ce que les difficultés qu'on vivait à l'école. Donc, c'était beaucoup... C'est ça, échanger sur différents sujets, là, les difficultés, puis aussi les trucs, puis les choses qu'on découvre. Exactement. Qui peuvent être positives, puis tout ça. Oui. Ton arrivée à la Fondation des aveugles du Québec, est-ce que tu t'en rappelles? Ça a été quoi? T'as fait un camp avec eux ou t'as fait une j'en ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs camps d'été où est-ce qu'on allait coucher à l'extérieur. Donc, mettons, j'ai fait la première expérience, je me souviens, c'était pendant l'été. Je suis allée à la Rivière-Rouge. Donc, moi, à la base, je suis une fille qui a été beaucoup surprotégée de ses parents et arrivée dans premièrement, une expérience d'aller coucher ailleurs pour quelques jours avec du nouveau monde. C'était déjà beaucoup, là. C'était déjà beaucoup, oui. Mais par contre, c'était positif parce qu'on faisait des activités. Fait que même si j'avais peur, mais pour moi, c'était le fun. J'ai vraiment trouvé des nouvelles amies, comme j'ai dit, des nouvelles amies qui vivaient ma réalité et je faisais des sports que j'aimais.
mais que je pensais jamais réaliser avec quelqu'un qui pouvait m'aider, donc un moniteur ou une monitrice qui était là pour moi, qui comprenait ma réalité, parce qu'on sait très bien que quand on est moniteur, monitrice à la fondation, ben faut que on passe d'un côté de sensibilisation, donc sur la cécité. Ben oui, il faut Ouais. comprendre, Oui. sans le vivre, il faut le comprendre, puis il faut être ouvert. Là. Oui, Ça, toi, ça a été très positif. Là. Oui. Ça a été une... oui, vraiment. Puis de ça, ben j'ai eu plusieurs amis qui ont resté. Puis ça m'a aidé aussi à travers toute ma scolarité. J'en parle beaucoup de la fondation parce que c'est vraiment quelque chose que quand je retournais à l'école au mois de septembre, ben je comptais les jours quasiment de dire, OK, je vais faire du ski l'hiver. Donc, mettons, il me reste 2 semaines avant que je rencontre du monde qui me ressemble, du monde où est-ce que je peux avoir du fun, du plaisir et oublier toute l'intimidation à l'école, tous les professeurs qui voulaient pas m'aider, parce qu'il faut se dire les vraies choses. On parle beaucoup du positif des fois des professeurs aujourd'hui, mais quand il y a plusieurs années que j'étais à l'école, ben comme j'étais la seule qui avait un handicap visuel, j'avais l'impression qu'ils disaient ben on sait pas quoi faire avec toi. C'est ça fait qu'il y avait des élèves qui étaient pas gentils, puis il y avait des professeurs qui étaient un peu comme dépassés, puis qui avaient pas nécessairement le goût de trop chercher non Exactement, plus. Là. exactement. Moi, j'ai pas peur de le dire, je l'ai vécu aussi un petit peu, pas tant, mais quand même. Quand même, oui. Puis ça fait mal. Ben, ça fait mal parce qu'on aimerait... Moi, je suis une personne, je sais pas toi, Martin, mais je suis une personne qui cherche à trouver toujours des solutions à tout. Mais c'est sûr que quand on vit avec un handicap visuel diagnostiqué de peu, ben on n'a pas les solutions. Puis il y a plusieurs années, il n'y avait pas toutes les fondations d'aujourd'hui, les organismes... moi, je dis toujours, à être diagnostiqué ou avoir un enfant aujourd'hui, à être diagnostiqué, ben au moins, je vais savoir où cogner. Parce qu'avec les années, ben on sait, il y a eu beaucoup de développement de fondations, d'organismes qui sont là pour les parents, sont là pour les enfants. Mais moi, dans mon temps, il n'y avait pas grand-chose qui était là pour nous. Puis quand on est jeune, quand on est enfant ou adolescent, si on ne se sent pas épaulé par le professeur ou par la direction, forcément... On veut juste se cacher. Ben puis, là, on a beau vouloir trouver Ouais. des solutions puis du positivisme. Exactement. Mais Ouais. c'est très difficile. Mais bon, ça fait que là, bon, la fondation, toi, ça a été positif, Oui. tout ça. À l'école, quand même, bon, en secondaire 2 ou 1 ou 2, tu as eu des gens qui prenaient tes notes. Oui. Est-ce que tu as eu d'autres aides? Est-ce que tu... je sais pas, moi, j'avais la bête noire, c'est la géographie. Bon, est-ce que toi, la géographie... Bon, toi, tu disais que tu aimais voyager. Peut-être que tu comprenais mieux en partant. Oui, mais moi, c'était beaucoup les mathématiques où Oui. est-ce que c'était problématique, beaucoup, parce que quand le professeur dessinait Au tableau. ben je comprenais, mais il fallait que je m'imagine justement qu'est-ce qu'elle dessinait. Donc, moi, j'avais mes notes vraiment juste après. Donc, c'était pas pendant le cours. Puis à un moment donné, on se sent un peu seul pendant les 30-40 minutes en se disant « Oh, peut-être c'est ça. » Mais quand on arrive à la maison le soir, là, il faut un peu jouer un casse-tête avec les notes qu'on a, se rappeler de qu'est-ce qu'on a Il faut tout rattraper ça. Là. Exactement. Il faut mettre le temps pour tout remettre ça en place. Là, puis, c'est vrai. Qui est pas toujours... fait que, au moins, j'ai une mémoire... mémoire assez vivante, mais par contre, on peut pas toujours se fier sur notre mémoire. Là. J'aimerais ça voir peut-être un peu plus aujourd'hui pour ne pas justement se fier à ma mémoire fantastique, on peut dire. Hein. Oui, puis qu'on a probablement développé aussi à cause de ça. Pas le choix, pas le choix de le développer. Là, bon, si on avait eu nos yeux pendant nos études, on aurait sûrement fait comme les autres. Hein? On aurait fait nos devoirs dans le corridor en attendant que la cloche sonne, puis... C'était pas mon cas. Ben non, puis on pouvait pas. Moi, je pouvais pas, en Non. tout cas, faire ça. Puis, la mémoire, comme tu dis, ben là... pas le choix que ça serve, puis qu'elle nous aide dans le temps venu. Parce que... Oui. Mais tu as réussi bien quand même ton... En fait, oui, surprenant. J'ai réussi très, très bien mes études. En fait, j'étais toujours... c'est drôle à dire, même si j'avais beaucoup de difficultés à l'école, j'étais une élève qui écoutait beaucoup. Donc, comme je dis, je me servais beaucoup de ma mémoire qui faisait que j'étudiais énormément.
et j'avais quand même une scolarité quand même assez bien qui m'a permis justement de graduer avec honneur au secondaire et qui a permis d'aller au cégep et ensuite mes études après qui suivaient. Mais j'ai toujours été une étudiante, on peut dire nerd, si on peut dire ça comme ça, mais justement parce que j'avais pas beaucoup d'amis, parce que je vivais l'intimidation, ben je me suis concentrée beaucoup plus dans mes études qu'avec les enfants cool à l'école. T'as peut-être eu un peu moins de distraction, là, tu sais, de... J'en ai... Ouais, on peut dire, j'essaie de penser, oui. Justement, aller dans les danses de l'école, les choses comme ça, ouais. Les activités parascolaires, tu sais, ces choses-là. Que je participais un peu moins, puis quand j'y participais, ben j'avais l'intimidation. Aussi, qui continuait là. Ça fait que c'était pas encourageant non plus. C'était peut-être mieux de dire, bon, ben je vais me consacrer sur quelque chose de positif. Là, qu'au moins, je peux réussir, que je me sentirais bien, que d'aller dans une danse d'école puis être assis sur un banc avec personne qui vient te voir. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe dans les danses d'école. C'est très noir, la musique est forte. Donc, non seulement j'avais pas la vision, mais j'avais pas l'ouïe non plus. Fait que, c'est ça. Puis je me rattrape aujourd'hui, par contre. On n'a pas l'idée de qui est là. Non, c'est ça. Si personne veut nous le dire, Et là, à quel moment t'as su, que t'as commencé, disons ça comme ça, à savoir ce que tu ferais plus tard ou après le secondaire, du moins, là, parce qu'on nous pousse quand même assez vite. À savoir. Oui. Donc, moi, je suis toujours à l'affût des choses qui se passent, puis je suis toujours une personne qui se pousse plus loin que ses limites. Donc moi, je veux toujours, même si j'ai mes mauvais moments, il faut se le dire, mais je suis toujours une femme qui veut montrer aux autres que je suis capable. Donc vraiment surlever les épreuves qui m'ont arrivées. Donc moi, au secondaire, je me suis dit, je veux pas aller dans les professions qui me sont proposée. Donc, moi, c'était beaucoup la massothérapie qui m'a été proposée, vraiment travailleuse sociale, psychologue, où je me disais, non, tu sais, moi, je veux vraiment briser ces barrières-là. Et j'ai décidé de faire une technique en sport et loisirs. OK. On s'entend, c'est complètement ailleurs. Je me suis dit, regarde, je vais aller au cégep à Dawson, puis j'avais commencé, en fait, en sciences. Puis après ça, je me suis dit, non, tu sais, on va aller au sport et loisirs, on va vraiment montrer qu'une femme non-voyante est capable. Et on s'est rendu compte que, bon, ben finalement, j'étais pas super capable de jouer au badminton ou de jouer au volleyball, mais on a trouvé des solutions que je savais pas que ça existait, donc telles que les balles sonores, en fait, pour jouer au badminton ou au tennis, ben une balle peut-être un peu plus grande. Et je dois avouer qu'au cégep, c'était vraiment mon premier moment où j'ai senti le soutien. Plus l'ouverture. Plus l'ouverture, oui, parce que là, on rentre au cégep Dawson, on sait très bien qu'il y a vraiment un programme qui existe pour les gens avec des besoins, on va dire, besoins spéciaux, qui existent. Donc, moi, quand je suis rentrée, j'ai fait « Ah ouais! » Tu sais, ça coûtait même pas plus, c'était vraiment une professeure qui était là, que là, on avait le droit du temps extra dans les examens, puis j'avais même pas besoin d'en demander. C'est comme C'était ça la règle, oui, tu y avais droit, puis voilà. Oui, donc c'est ça, j'ai fait 1 an de cégep, et par moi-même, j'ai pris la décision d'aller en massothérapie. Donc là, c'était vraiment pour moi, c'était personne qui me forçait à le faire, mais je me suis dit... Regarde, on va voir, on va aller tenter le terrain, voir qu'est-ce que ça donne, parce que j'ai eu, en fait, avec le cégep, je me suis dit, parfait, j'aime beaucoup le sport et loisirs, mais j'avais comme moins envie de suivre une technique, de finir dans ce cas-là. Donc, je me suis rendu compte que j'aimais faire les sports, mais pas nécessairement pour en vivre, pour être professeur d'éducation physique ou quoi que ça soit. Et la massothérapie, ben j'aime beaucoup aider les gens. Parce que là, juste pour mon ignorance personnelle, puis peut-être l'ignorance de certaines personnes, technique en sport et loisirs, bon, tu dis, ben, c'est professeur d'éducation physique, mais bon, c'était bien parce que là, il fallait jouer, parce qu'il faut savoir jouer. Oui. Là, c'était bien qu'il ait trouvé des façons pour te faire jouer. Exactement. Mais c'est ça. Mais là, après ça, devenir professeur d'éducation physique. C'est ça. C'est un peu plus une responsabilité de voir les autres. Tout ce que les autres font. Exactement. S'ils le font bien, puis...
c'était un peu trop pour moi, mais j'ai décidé de retomber dans la massothérapie vraiment pour moi cette fois-ci. Donc, En contrepartie, je pense que bon, au début, tu disais, je voulais pas aller dans des choses qui m'étaient proposées, mais des fois, les gens proposent, puis ça fait son chemin, avec le temps. Oui, ça fait de son chemin, justement. Puis ça a été un gros choc pour tout le monde parce que, bon, ça a toujours été comme ça. Quand Claudia prend un choix, quand elle fait un choix et elle prend une décision de faire quelque chose, ben, elle y va jusqu'au bout. Donc, c'est sûr que là, je laissais... Ouais, de devoir changer. Exactement. Pour certaines personnes, c'était comme un échec que j'ai laissé le cégep. Mais pour moi, je le voyais justement comme une épreuve de fait. T'avais essayé? J'avais essayé. Puis, justement, comme j'ai dit, ça me tentait pas d'être professeur. Et la massothérapie l'anatomie m'a toujours fascinée, le corps humain m'a toujours fascinée. Et comme je voulais pas faire 8 à 10 ans en médecine, ben je me suis dit, prochaine voie, ça serait la massothérapie. OK. C'est un peu comme ça. J'ai rentré en massothérapie. Et même là, j'ai trouvé mon compte. Ça a été pas facile parce que je perdais de plus en plus de vision quand j'ai rentré en massothérapie. Là, c'était-tu un cours... c'était pas un cours adapté, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, j'ai pris mon cours à Kiné Concept à Montréal et j'étais encore une fois la première non-voyante qui a franchi certaines barrières pour les autres qui m'ont suivi. Mais c'est à cause de moi qu'ils ont mis... ils ont créé le fameux Oscar, donc le squelette. Ça, Oscar, ils ont découpé les muscles, si on veut, j'essaie de trouver en feutre. Donc, vraiment, ils ont découpé les muscles en feutre pour que je puisse les toucher, voir ça a l'air de quoi. On a décidé de faire la peinture à relief sur les cahiers pour que je puisse toucher. Donc, c'était vraiment des choses... En fin de compte, c'est personne qui me l'a dit. C'est moi qui trouvais des solutions. Faut que je passe mon cours. Donc, on va trouver des solutions. Comment je peux faire pour toucher, pour voir ça a l'air de quoi. On sait très bien que oui, on n'a pas besoin de la vision quand on masse, mais on a besoin de la vision pour savoir le muscle, il est comment. Il est où, puis oui, effectivement. Donc ça, c'était la massothérapie. Donc j'ai gradué, encore une fois, avec des honneurs. J'étais très, très contente pour ça. Mais il faut être imaginative, là, quand même, pour trouver des... Tu sais, parce que tu dis, c'est moi qui trouvais les solutions. Ouais, mais je pense que c'est dans ton cas aussi, Martin, si je me permets. En étant non-voyant, on est toujours en mode solution. Et oui, on a des aides qui nous sont fournies, mais c'est pas toujours les meilleures. Hein? Donc, on essaie de trouver des solutions que nous, on est capable de dire, OK, ça fonctionne pour moi. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais si ça peut m'aider dans la vie au quotidien, ben je vais le faire. Surtout que quand on parle d'utiliser du feutre, d'utiliser de la peinture, c'est pas des choses qui coûtent des milliers de dollars, là, comme certaines de nos applications. Hein? Puis ça va fonctionner. Puis, quelques dollars qui ont permis que je puisse passer mon examen, que je puisse avancer dans mes mois passés à l'école de massothérapie. Donc, ça l'a demandé beaucoup plus de temps d'études. Ça l'a demandé de payer des cours en privé. Donc, ça, c'est pas remboursé. Mais j'étais prête. Je savais dans quoi je m'embarquais et je savais que ça me demandait beaucoup plus de travail. Mais c'est dans ma nature de toujours travailler plus fort et pour atteindre un but que je voulais, un objectif que je me suis fixé. OK. Et la massothérapie, ça m'a amené dans une belle carrière, 11 ans en massothérapie. Comment ça se passe, la carrière? Fallait-tu que tu fasses ta clientèle ou tu as travaillé pour un centre? En fait, j'ai commencé dans des spas, donc dans des centres de détente. J'ai commencé comme tout le monde, donc un peu... moi, j'avais fait mon cours en massage suédois, donc j'avais commencé comme ça. J'avais fait mon cours... à Kiné Concept, comme j'ai dit. Donc, j'étais vraiment technicienne en massage. J'avais pas tout à fait atteint ma titre de massothérapeute. Donc, j'ai commencé dans des centres de détente où je massais. Je trouvais ça, c'était vraiment un travail à la chaîne, on va dire la vérité. Mais c'était les gens qui allaient passer du temps dans ce centre-là qui choisissaient de recevoir un massage. Oui, donc, à un moment donné, après... Je dirais à peu près 6 mois, 7 mois dans les centres de détente, ben moi,
j'avais eu l'opportunité de prendre une fin de semaine de massage sportif. Donc, une fin de semaine de formation en massage sportif. Et c'est là où est-ce que j'ai trouvé mon compte. Parce qu'on se souvient, j'ai fait un technique en sport et loisirs. Quand même, là, on voit un lien. Un lien, oui. Donc, je me suis dit... tant mieux, je peux traiter maintenant les gens tels que des joueurs de football, soccer ou justement des gens qui se blessent au niveau du sport quelconque. Et j'ai décidé de continuer mes études au niveau sportif et clinique. Donc, j'avais jumelé les deux. Clinique, je parle des gens accidentés, que ça soit accidentés d'auto, de moto, de chute. Donc, c'était vraiment une précision que je me suis faite dans la massothérapie parce que je savais que c'était parfait de masser quelqu'un en détente, mais moi, mon but, c'était d'avoir un objectif. Donc, ça se voit, hein, ça répète dans ma vie, dans mes choix. Donc, j'avais un objectif, quelqu'un qui rentre, qui a mal quelque part. Oui. Ben pour moi, ma gloire, c'était justement de la finition, de dire, moi, j'ai traité monsieur, madame, tel, et maintenant, ils n'ont plus besoin des traitements de massothérapie parce que je les ai aidés. Ils vont mieux. Mm-hmm. Oui. Yeah. Et là, comment ça a été? Est-ce que tu as eu quand même plus de facilité ou ben, j'imagine que oui, parce que tu en as fait longtemps. Oui. Mais est-ce que les gens, bon, vu que là, la massothérapie, on se sert de nos mains, puis, ben, en tout cas de notre corps, puis tout ça. Est-ce que l'ouverture d'esprit était plus grande? Est-ce que tu as senti ça? Ça dépend, on parle de quoi. C'est sûr, dans les centres de détente, j'ai eu des expériences, on peut en parler longtemps, des expériences où est-ce que je rentrais dans leur monde et eux autres, ils avaient déjà bâti, bon, tu vas chercher le client, okay, tu l'amènes à la salle. Oui, donc ça, c'était beaucoup de procédures dans les centres de détente. Où est-ce que j'ai vraiment trouvé mon compte? C'est quand j'ai travaillé dans une clinique multifonctionnelle où est-ce que ils étaient très ouverts parce que là, on avait un but, on travaillait en équipe avec des ostéopathes, des physiothérapeutes. Donc, c'est là où est-ce que je me suis sentie... Je faisais partie de quelque chose et non pas... Ben, comme tu dis un peu tantôt, un truc à la chaîne. Là. Exactement. Oui. Fait que non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. À la fin, en fait, j'ai travaillé un bon 6-7 ans avec des clients justement sportifs et je traitais à la fin des cas de CSST et la SAC. Donc, je m'occupais, j'avais à peu près un roulement de 80-90 clients par mois. Ça en fait beaucoup. Quand même. Beaucoup, mais j'étais très fière. Beaucoup de, je dis tout le temps la blague, 90% paperasse, 10% travail, parce que c'est beaucoup, beaucoup de questions de dossier quand on traite quelqu'un accidenté, veut pas. Mais moi, j'adorais ça, de dire que mon monsieur qui était blessé est capable de voir d'autres gens tels que ostéopathes, physio, mais on travaille en équipe. Fait que ça, mais c'était quand même toi qui s'occupais de tout l'aspect paperasse? Oui. Aïe, okay. Ben, remplir les documents quand c'est ça que les gens... Quand ils viennent pour recevoir un traitement, c'est parfait, c'est 1 heure avec moi, mais après ça, quand on travaille avec les assureurs, des gens comme ça, ben faut que je dise qu'est-ce que j'ai fait. Hein? Donc ça, c'est un peu plus la logistique. OK, ça fait que là, ça rentre dans le processus. Oui. Bon, la personne, elle a eu 1 heure de traitement, mais ça s'arrête pas là. On appelle ça la partie le fun par la paperasse. J'avais pas réalisé que même dans ce métier-là, vous passiez quand même pas votre ben voilà la différence entre les centres de détente et si vraiment on veut faire un spécialisé dans quelque chose. Comme moi, je me sentais parfait là-dedans parce que je savais que j'arrivais à un but précis là, d'aider quelqu'un. Là. OK. Et là, tu as dit, tu as fait ça 11 ans? Oui. Donc là, tu le fais plus? Je le fais plus. Donc, je pratique pour les amis, la famille, pour question de loisirs. Mais en fait, il y a 4 ans, je me suis blessée au genou. Okay. Et j'ai eu une belle dislocation du genou qui a fait que j'ai été couchée pendant 3 mois. Ça a été une longue guérison. Et je me questionnais beaucoup. Donc, qu'est-ce que j'allais faire? Parce qu'on s'entend que c'est... En fait, je pouvais même pas m'imaginer que j'allais me mettre debout à un moment donné. À ce point-là, oui, OK. Oui. Donc, j'avais vraiment arrangé comme il faut, comme on dit. Puis là, en plus, comme tu as l'air très active, j'imagine passer de 3 mois... c'était quelque chose, là, je veux même plus y penser. Mais par contre, la vie nous amène parfois des enjeux, on dit, ça nous amène des enjeux jamais pour rien.
Donc, moi, déjà, dans ma tête, je me disais, je commence à être fatiguée en massothérapie, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Puis bon, Parce que c'est très demandant, là, physiquement. Extrêmement demandant. Oui, c'est très, très demandant mentalement et physiquement. C'est seulement quand je dealais avec des dossiers très complexes. Donc, c'est ça. Donc, quand j'ai été couchée pendant 3 mois, je me questionnais, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Comme en étant toujours le sang d'une entrepreneur, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça m'a amené à penser que peut-être mon histoire, ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu peut aider quelqu'un d'autre. Et ça m'a amené à maintenant ma carrière actuelle qui est de conférencière. Donc. Et ça, j'aime ça parce que, tu sais, le projet Connaissez-vous, c'est un peu ça aussi. C'est de souhaiter aider les gens qui vont tomber là-dessus, tu sais, qui vont... Et je comprends tout à fait qu'est-ce que tu... à quoi tu as pensé, c'est bien. Oui. Non, j'ai vraiment pensé que... Comme maintenant, ça me permet, en étant conférencière, de parler... puis je ne me mets pas de barrière à qui je partage mon histoire. Donc, j'ai pas encore choisi d'audience précise. Donc, je travaille dans des écoles, je peux aller parler à des entrepreneurs, je peux faire un peu de tout qui me permet justement d'aider tout le monde. De partager mon histoire, comme quand je parle dans les écoles, c'est surtout de partager mon vécu d'intimidation, de leur faire rendre compte que il n'y a pas de différence. Tout le monde est pareil, peu importe qu'est-ce qu'on vit. Tout le monde est pareil. C'est drôle quand je leur dis, tu sais, pas tout le monde a les cheveux bruns, pas tout le monde a les cheveux blonds. Fait que pourquoi vous traiterez quelqu'un qui a un handicap différemment si nous sommes tous différents? C'est un peu mon message que je passe quand je parle, c'est qu'on est tous uniques. Puis peu importe qu'est-ce qu'on vit, il faut comprendre l'histoire de l'autre personne aussi. Donc, il faut toujours être à l'écoute de qu'est-ce que la personne en avant de nous dise ou a vécu pour qu'on apprenne de un et l'autre, pour devenir le meilleur de nous-mêmes. Effectivement. C'est vrai que c'est un beau, mais c'est une belle philosophie, j'allais dire à la base, mais c'est tout au long, dans le fond, que vaut bien avoir cette philosophie-là. Avant qu'on en parle plus en détail, j'aimerais ça, parce que, j'aimerais ça savoir un peu c'était quoi tes passe-temps, parce que à l'école, tu as passé beaucoup de temps à étudier, à te rattraper, tout ça, tu as fait des activités sportives avec la Fondation des aveugles du Québec. Est-ce que tu as eu d'autres loisirs ou aujourd'hui encore même? C'est quoi tes passe-temps ou t'as pas le temps d'avoir de passe-temps? Non, en fait, moi, je m'épanouis beaucoup dans plusieurs choses. Donc, j'ai pas vraiment de passe-temps préféré, mais c'est sûr que pour moi, les sports restent très, très vivants, on peut dire. Donc, maintenant, spécialement avec mon nouveau copain, on fait énormément de sport, que ça soit la course à pied, que ça soit... Puis c'est tant mieux, c'est drôle de dire ça, mais oui, je suis capable de faire un léger jogging où est-ce que je pensais que j'allais plus être capable de marcher, mais on se permet de faire un léger jogging, puis on a hâte aussi de courir. Veut pas, on s'entraîne de plus en plus, mais c'est certain que pour moi, l'entraînement reste toujours un de mes passe-temps préférés, drôlement dit, parce que même si je pratiquais des sports, je n'étais pas tout à fait sportif. La danse reste beaucoup un de mes passe-temps préférés. Là, la danse, tu veux dire que tu danses? Oui, que moi, je danse, oui. Okay. Donc, j'ai commencé quand j'étais jeune, la danse irlandaise. Donc, ça, c'est vraiment un peu comme irlandais ou irlandaise. Oui. Faut dire que le français, c'est ma 3e langue. Hein. Fait que si je fais des erreurs, je m'en excuse. Mais non, c'est donc, la danse irlandaise, c'est un peu comme la claquette, si on veut. Ça a l'air un peu de ça. Ben, le Irish jig, on dit. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Et après ça, toutes les danses telles que le cha-cha-cha et compagnie, ça j'adore. Et la cuisine. Donc, je suis italienne. Donc, pour moi, la cuisine, je sais pas si ça se dit un passe-temps, mais je passe énormément de temps dans la cuisine à découvrir des nouvelles recettes et tout ça. Mais la danse, quand tu étais jeune, ça se passait comment? Comment ça a commencé? Ben, c'est sûr que j'avais beaucoup plus de vision. Nous, on s'entend, je faisais la danse à 9 ans, 10 ans. Et ça, c'était vraiment dans une classe. Et quand on pense la danse irlandaise, c'est vraiment la professeure qui me montrait les pas, que ça soit même en privé. Puis une fois dans le cours, j'étais capable de suivre.
c'est beaucoup les pas numérotés. Donc, 1, 2, 3, 4. Fait que c'est quand même assez simple à écouter. Donc, à faire. C'est des séquences, là, un peu. Exactement, OK, oui. D'accord. Ah oui, ça fait... c'est quand même bien. Fait quand même, je suis très, très active en faisant aussi moi-même aujourd'hui la radio, la télé. Je m'intéresse énormément à plusieurs choses, mais c'est drôle à dire. Fallait que j'écrive ma bio dernièrement. Puis j'ai demandé à une amie de l'aide parce que je fais tellement de choses, mais je me rends pas compte à quel point que, entre guillemets, je peux être inspirante pour quelqu'un d'autre. Là, moi, je fais juste vivre ma vie, puis c'est tout. Et là, on va faire la pause bientôt. Oui. Mais je suis content. Tu m'as ouvert une porte parce que, bon, théoriquement, j'aurais commencé l'entrevue en disant, bon, Nigrelli, ça vient de où? Là, je comprends que c'est italien. Oui. Tu dis le français, c'est ta troisième langue. Troisième donc, langue, oui. Tu parles italien? Ben, en fait, je parle 4 langues. Donc, c'est italien, anglais. Donc, j'étais à l'école anglophone. Mm-hmm. J'ai appris le français. Puis, dernièrement, j'ai appris l'espagnol aussi. Ah oui, donc, OK. J'ai 4 langues. Je me mets là. Ça se passe très vite dans mon cerveau, des fois. Mais oui, c'est les 4 langues assez bien parlées, écrites et l'écoute aussi. OK, donc assez fonctionnel. Mm-hmm. OK. Oui. Puis là, tu parlais de voyage. Tu as voyagé un peu aussi à travers tout ça? Ou? À travers tout ça, oui. Donc, donc un voyage backpack en Floride, parce que dans ma jeunesse, si ça peut se dire comme ça, on fait tous des petites folies, mais je suis partie 1 mois en Floride à la découverte de qu'est-ce qui se passait aux États-Unis, dans nos voisins du Sud. Donc, je suis partie en Floride 1 mois. J'avais quelques amis là-bas, puis voilà. Donc, j'ai fait les États-Unis beaucoup, l'Italie, le Canada aussi. Donc, j'ai hâte à voyager ailleurs. Mais on parle Cuba, République, ça aussi, mais j'ai hâte à faire l'Europe beaucoup plus dans les prochaines années qui suivent. Oui, mais quand tu as été passé 1 mois aux États-Unis, tu parlais déjà anglais. Il n'y avait pas de problème de langue puis tout ça. Non, c'est sûr. Chez nous, ça parlait beaucoup l'italien. Avec mon père, mes grands-parents, c'était beaucoup l'italien. Avec ma mère, ça a été beaucoup anglais. Donc, j'avais déjà les deux langues avant même de commencer l'école. Puis après ça, c'était le français. C'était un gros plus, là, ça, quand même. Oui. Écoute, j'ai le goût qu'on fasse la pause tout de suite. Puis là, après la pause, bon, on a encore plein de choses à parler. Moi, tu as dit télé, tu as dit radio. Moi, là, ça vient me chercher. C'est bon, on en parle après la pause. On en parle après la pause avec notre invitée qui est Claudia Nigrelli. À notre prochaine émission. Grand sportif, jeune père de famille et qui n'a pas peur de parler de ses émotions. Quoi faire lorsque l'on perd la vue à peine après avoir commencé à travailler dans un domaine qui nous intéresse et à conduire sa voiture? Une partie de la réponse, on cherche de nouveaux défis. Bruno Montbleu à notre rendez-vous du 17 mai. Nous sommes de retour avec notre invitée qui est Claudia Nigrelli. Et puis, avant la pause, je l'ai interrompu un peu. J'ai dit, on va parler de voyage, on va parler d'autres choses. Puis, j'ai dit, après la pause, on va continuer de parler de son travail, de ses implications. Et là, bon, les conférences, parce que je me dis, bon, c'est sûr que ça se monte pas comme ça tout seul, une conférence. Là, tu disais que tu avais eu l'idée de faire ça, mais ça implique quoi par après? Puis, comment ça s'est mis en branle, tout ça? Comment ça... Tout commence par une idée. Donc, moi, j'ai eu vraiment l'idée d'inspirer les autres, l'idée de partager mon histoire, mais je n'avais aucune expérience, puis vraiment, je peux dire que je l'ai presque pu, mais j'avais extrêmement peur déjà d'être sur une scène et de parler aux gens, même juste de dire quelques mots. C'est sûr que faire une conférence de 1 heure, 1 heure et demie me semblait impossible. Mais comme on dit en anglais, impossible, c'est I am possible, si on l'épelle. Donc, moi, je savais que dans l'impossible, il y a du possible. Ça suffit juste de me connecter aux gens que j'ai faits, donc de me connecter aux gens qui m'inspiraient, tels que, Manu Lemay, François Lemay, des gens qui faisaient déjà des conférences. Et aussi en anglais, côté anglophone, on a Les Brown, on a Lisa Nichols. Donc, c'était des gens que je regardais, que j'écoutais et que je me disais, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce point-là?
j'ai décidé de faire un peu plus d'études là-dedans. Et quand on recherche très facilement sur Internet, ben on trouve des bases, donc comment construire une conférence comme il faut. Donc, c'était vraiment moi qui s'est intéressée le plus possible. J'ai commencé à voir que, il faut avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut parler. On peut pas arriver sur scène puis juste dire bonjour. Ça c'est pas de l'improvisation. Non, pas du tout. Pas du tout. Il peut en avoir un peu dans notre conférence, mais faut quand même qu'il y ait un canevas là, de fait. Là. Oui, oui. Donc, moi, j'ai commencé à avoir une idée. Donc, je me suis dit, OK, peut-être je peux partager mon histoire. Et au fil des années, il faut dire que ça a changé beaucoup. Hein, donc, ça, faut le dire. Ça a commencé avec une idée de partager mon histoire. Puis là, je me suis rendu compte que je rentrais peut-être trop dans les détails de l'intimidation, qui était peut-être pas nécessaire. Avec le but que je voulais amener, c'était de vraiment avoir beaucoup de concret dans qu'est-ce que je disais. Donc, je voulais vraiment pousser les gens à avoir de l'action, la constance, de faire tout ça avec une attitude positive, corrige-moi Martin. Oui, positif. Positif, parfait. Donc, c'est là qui est devenu mon acronyme du CAP que j'appelle. Et en anglais, c'est le PAC, donc constance, action, attitude positive. Donc, à travers ma conférence, j'explique un peu c'est quoi la constance, j'explique un peu c'est quoi être dans l'action, avoir une attitude positive et aussi, d'expliquer que tout est possible et tout qu'est-ce qu'on se dit est la vérité. Fait que si on se dit qu'on peut pas le faire, on n'est pas capable. Puis si on dit qu'on peut le faire, on est capable. Et puis on trouve les moyens pour. Oui, exactement. Voilà. Moi, je devrais m'appliquer des fois les choses que je dis aux autres plus dans ma vie en général, qui est toujours un work in progress. Mais je suis assez franche à le dire que tout ce que je dis aux autres, je travaille très, très fort sur moi-même à le réaliser. Donc, quand j'arrive sur scène, je suis très, très transparente, très honnête. Je me donne pas, j'essaie au moins de pas me donner une allure de je suis ici, j'ai atteint ça parce que je suis belle, parce que je suis intelligente. Non, c'est parce que j'ai vraiment mis le travail nécessaire, la croissance personnelle pour arriver où est-ce que je suis. Et quand je demande aux gens de le faire, c'est parce que j'y ai passé. Puis je suis capable de guider les gens, de aider les gens et de dire j'ai les outils nécessaires pour vous aider à arriver où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Ça, je parle avec l'acceptation de la maladie, de la rétinite pigmentaire et de devenir la femme forte que je suis aujourd'hui. OK, c'est ça, parce que c'est bien beau, tout ça, mais il faut avoir un message, il faut avoir... Exact. Et là, tu me disais, tu t'adresses à qui? Tu vas dans les écoles? Écoute, je m'adresse dans les écoles. Quand je parle à les plus jeunes, c'est sûr que je vais plus rentrer dans... je suis devenue très advocate pour justement pas d'intimidation, donc advocate for anti-bullying. Donc vraiment, je veux que les jeunes comprennent faut s'accepter pour qui qu'on est. J'amène aussi un côté drôle de la chose, de dire que c'est correct de faire des erreurs, comme moi, dans la vie, on trébuche, on s'enfarge dans les murs, en étant non-voyant. Fait que souvent, ça leur fait rire un peu et de dire, regarde, comme mon copain dit si bien, si on fait un échec à quelque chose, il faut juste continuer à le faire. Donc, ça, j'ai pris ça de lui dans le sens de dire, c'est normal qu'on réussit peut-être pas la première fois, deuxième fois, mais c'est en essayant qu'on devient la meilleure amie, la meilleure élève, tout qu'est-ce qu'on veut être, qu'on souhaite être quand on est jeune. Puis moi, j'ai pour mon dire aussi que si on fait rien, si on n'essaye rien, justement, on fait rien. On est le résultat de le pourcentage qu'on met. Fait que si on met 0%, on réussit 0%. On obtient 0%. Exact. Oui. Puis quand je m'adresse, on va dire plus à des entrepreneurs, plus corporate, là, ça va être plus mon cap. Donc, constance, action, attitude positive. Vraiment plus regarder les statistiques de la compagnie, de dire comment qu'on peut faire pour atteindre qu'est-ce qu'il faut changer. Et aussi, on travaille beaucoup l'acceptation de quelqu'un qui a une différence au niveau d'un travail. Donc, quelqu'un qui rentre, qui a besoin de certaines attentions, comment qu'on fait pour atteindre justement que la personne se sent bien dans son lieu de travail. Ça, c'est vraiment... J'adore faire ça parce que là, on rentre en étant une femme non-voyante qui a quand même du succès, qui rentre dans une compagnie qui dit, regarde,
si moi, demain matin, je rentre ici et que je veux travailler ici, ben qu'est-ce que vous êtes prête à faire? Et là, tout à coup, ça change totalement leur façon de voir les choses parce que là, tout le monde s'imagine, eux, avoir un handicap visuel, comment ils feraient pour m'intégrer dans la compagnie. Mm-hmm. Puis c'est avec cette idée-là que je me suis, ça nous amène dans notre prochain volet, je me suis affiliée à une compagnie qui s'appelle Vision d'Or. Vision d'Or, c'est une compagnie de consolidation d'équipe à l'aveugle, qui fait un peu qu'est-ce que je fais au personnel, mais pourquoi je me suis affiliée à eux, c'est que c'est vraiment leur vision que j'ai aimée. C'est leur slogan, c'est enlever la vue pour voir autrement. Donc, c'est une consolidation d'équipe qui se fait à l'aveugle du début jusqu'à la fin. Les gens, ils ont les yeux bandés et on leur fait part, donc ils font des activités ludiques, mais toujours avec un apprentissage, que ça soit travailler leur communication, leur travail d'équipe, vraiment des enjeux dans les compagnies. Je vous mets vraiment un exemple. C'est rare qu'on va tenir la main de notre patron, tu sais, normalement. Mais quand on a les yeux bandés et qu'il faut, mettons, construire une structure, c'est une de leurs activités, construire une structure qu'ils ont vue avec leurs yeux pendant 30 secondes, 1 minute. Ben là, ils ont le bandeau sur les yeux. On leur donne les morceaux pour construire cette structure-là. Mais là, ça devient tout un autre enjeu. Donne-moi le morceau qui est long. Ben long comment? Fait que là, faut vraiment... Oui, tout prend une autre perspective. Oui, là. oui, trouver d'autres façons de faire. Et quand on travaille comme avec des grosses compagnies, nos clients, c'est tel que AgroPure, on a travaillé avec la Capitale, c'est des grosses compagnies que normalement, tu dirais, ben c'est très individualiste. C'est des gens qui arrivent, qui sont habitués à faire leur travail. Mais là, pendant 1h30, 2 heures, ils se sont mis dans une situation totalement hors de leur zone de confort. T'sais. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute l'information qu'on leur donne? Fait que ça, c'est vraiment génial. Moi, j'en suis fière. Puis pour travailler à Vision d'Or, ben, ils cherchaient des gens avec un handicap visuel. Donc, moi, je suis contente. C'est sûr que je suis, on dit en anglais, fit for the job. Donc, j'avais pas besoin de faire mon CV... Ouais, puis de te vendre trop à ce niveau-là. Là, parce Exactement. Que, bon, c'est rare quand même. C'est rare, mais c'est bien pourquoi ils choisissent quelqu'un qui a un handicap visuel. C'est pas nécessairement pour partager notre réalité, mais c'est un peu de leur dire qu'on est toujours en mode solution. Donc, nous, on fait face à ces enjeux-là. On fait face à la communication, le travail d'équipe. Ben, tu peux témoigner, Martin, qu'on trouve toujours d'autres façons de faire. Oui, d'autres façons d'expliquer les choses, oui. D'autres façons. Ben, oui, c'est ça, constamment. Il y a des marches qui s'en viennent. Ben, ça monte ou ça descend. Ça m'arrive souvent avec des gens qui nous guident. Là. C'est ça, se faire dire attention, mais tu sais, attention. Attention, il y a un feu, attention, il y a une marche. C'est ça. C'est beaucoup ça. Là. C'est vraiment... Je n'étais pas au courant que ça existait. Oui. Mm-hmm. Non, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça mène d'autres défis dans lesquels... J'aime beaucoup ça, les défis. Hein? Je pense que tu as compris ça. Ben, je pense que oui. Hein? Foncer, c'est pas ouais. quelque chose qui te fait peur. Là. Pas du tout. Mm-hmm. Pas du tout. Non. Amène-moi les challenges. Ça va être parfait. Ouais. Ben, moi, en tout cas, là, je veux qu'on parle de la radio, de la télé. Oui. Et comment c'est arrivé, ça? Comment ça... La radio, la télé, c'est toujours quelque chose qui m'a fascinée. Moi, j'ai toujours dit, la télé est prête pour moi, c'est juste une question de temps. C'était vraiment ma... Wow! Oui, c'était vraiment, je voulais... J'aime ça quand même. Oui, donc la télé et la radio sont prêtes pour moi. Puis à un moment donné, il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai connu Canal M par l'entremise, je pense, d'un autre salon, justement, où est-ce que nous, on s'est rencontrés. J'ai connu ça. J'ai connu que c'était une chaîne de radio qui servait beaucoup les gens avec des handicaps, mais aussi les gens, on s'entend, qui n'avaient pas d'handicap. Mais c'était beaucoup de voir les activités qui nous étaient offertes, des livres audio. Puis quand Canal M, j'ai commencé à l'écouter, c'était pas du tout qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Donc, c'était beaucoup juste de nous dire les livres audio disponibles, les activités pour les gens non-voyants. Et à un moment donné, moi, j'ai participé à une émission
c'était aime l'été. Donc, c'était pendant l'été. C'était vraiment une entrevue un peu comme on fait aujourd'hui. Donc, un peu de partager mon histoire, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie, pour un peu inspirer les autres, si on veut. Donc, ça a vraiment commencé comme ça, une entrevue d'à peu près 45 minutes, une demi-heure 45 minutes. Et j'ai eu la piqûre pour la radio. Je me suis dit, c'est vraiment quelque chose que je veux faire parce qu'on ne se rend pas compte à combien de gens nous écoutent, hein, parce que dans un petit studio, Oui, on est seul avec le micro, là, ou oui. à peu près. Là. Oui, on est seul, ou c'est 2, 3, maximum 4 personnes. Mais moi, quand j'ai su que, OK, peut-être quelque chose que je peux dire peut inspirer la personne qui est à la maison, qui m'écoute, qui pensait pas, justement, que certaines choses étaient possibles, ben c'est sûr que ça m'a poussé plus de demander, OK, comment est-ce que je peux faire partie de ce mouvement-là, de créer un changement à la radio. Et c'est là où est-ce que j'ai commencé à suggérer peut-être des émissions qui pourraient... parce que les émissions qu'il y avait, c'était vraiment pour des personnes plus âgées, donc un troisième âge qu'on dit, donc mais il y avait rien pour la jeunesse. Donc, il y avait pas du tout des émissions entre guillemets le fun. Et c'est là, c'est beaucoup la musique classique. J'ai rien contre la musique classique, mais non, mais tu voulais rafraîchir un peu. Oui, tout un ça, peu là. une vague Hein? de fraîcheur. De jeunesse. Oui. Ouais. Donc, c'est là où est-ce qu'on a commencé à faire des émissions un peu plus la santé, qui parlaient, de différents aspects, que ça soit vraiment des entrevues avec des personnalités, des gens plus vivants, si on peut dire ça comme ça. Et après quelques temps, j'ai été co-animatrice, dont là, je suis encore, avec une émission qui s'appelle 5 à 7 avec Arlette. Donc, c'est 5 à 7, c'est très décontracté. C'est avec, il y a des humoristes, il y a des musiciens, il y a des comédiens. Donc, c'est vraiment des coups de cœur de Arlette qui viennent à l'émission. Et moi, j'ai commencé, encore une fois, comme une invitée à Arlette. Et les deux, on a vu qu'on avait une complicité. Donc, je suis fière de dire que je co-anime. Et dernièrement, mon copain et moi, qui est aussi non-voyant, on fait une anecdote. On fait comment on dit ça en français? Chronique, oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, je perds mes mots. C'est ça que ça fait parler 4 langues. Hein? Donc, une chronique des anecdotes d'un couple non-voyant. Donc, c'est drôle. Plus le côté drôle des choses qui nous arrivent. Ah, ça a l'air super inspirant. Il va falloir que j'aille écouter ça. Ben oui. Je te donnerai le lien à écouter. Mais tu sais, tu dis souvent, c'est ça qui arrive quand on parle 4 langues, mais ça, on voit aussi que tu t'aimes ça, l'idée, une émission. Tu sais, oui. Je pourrais partir puis te laisser parler toute seule. Puis ça serait plate, là. Quitte-moi pas. Mais... Non, mais tu mais je comprends. Tu saurais comment meubler le absolument. Le temps. Non, ça paraît. Non, merci. Non, j'aime beaucoup ça. Puis, donc ça, c'était pour la radio, puis la télé. Oui. La télé, c'est avec Ami Télé. Oui. Donc, que d'ailleurs, j'ai vu ton super histoire sur toi, si on veut, avec Connaissez-vous, que j'ai adoré. Fait qu'ils ont bien fait ça. Un très beau reportage. Très beau reportage. Bien réalisé. Oui, vraiment. Donc, avec moi, ils ont fait un petit reportage. Donc, moi, je suis aussi conseillère Arbonne, qui est une compagnie de santé-beauté. Et sont venus chez nous pour voir un peu comment je travaillais ma business. Donc, comment je faisais pour identifier les produits. Donc, c'était vraiment un reportage d'à peu près quelques minutes. Et avec ça, veux pas, j'ai connu plusieurs personnes à Ami Télé. J'ai continué là-dedans et ça m'a été proposé après quelques temps de ce reportage-là si j'aurais le goût de participer à une émission. Donc, l'émission qui est en diffusion maintenant, donc on l'a tournée l'année passée, on était en tournage, et ça s'appelle Les Complices. Donc, donc Les Complices, c'est une émission qu'à un moment donné, ils vont aller chercher s'il y a une complicité qui se développe entre une personne non-voyant et une personne voyant. OK. Et donc, on se rend compte vraiment sur le plateau de tournage, qui est quand même assez intéressant comme concept. Donc, moi, ma complice, Laurie, je l'ai rencontrée
sur le tournage, le plateau de tournage, et on espère qu'on s'aime parce qu'on va passer plusieurs épisodes ensemble. Mais une bonne chance que oui, ça a très bien été. Et avec Laurie, on a participé à plusieurs activités telles que le cinéma, le magasinage, cuisiner ensemble. Donc, elle avait aucune expérience. J'étais la première non-voyante qu'elle rencontre. OK, donc c'est toutes sortes de situations de la vie, là. Oui. Donc, tu sais, il y avait aussi d'autres. Donc, moi, j'en faisais partie. Je pense qu'on est 10 complices. OK, 10 partenaires complices. Je pense 8 ou 10. Ou est-ce que les autres aussi ils ont fait plein d'autres, le vélo tandem. Donc, plein d'activités ils nous mettent vraiment dans une situation de OK, un peu, entre guillemets, arrangez-vous. Comment allez-vous faire pour vous débrouiller en faisant ces activités-là? Et pour moi, ça a été, mémorable, fantastique. Et pour Laurie, pareil, parce que moi aussi, c'était le fun de voir à quel point que Laurie, elle écoutait, elle voulait, elle avait la soif de découvrir c'était quoi la vie d'une non-voyante. Donc, tu sais, pour me maquiller, m'habiller, j'ai une bonne base. Mais elle, elle travaille encore justement pour la revue de Véronique Cloutier. Donc, elle vit tous les jours avec des stylistes, des maquilleurs. Et c'était le fun pour elle de dire, OK, j'ai quasiment un cobaye que je peux essayer de faire des activités avec un enjeu de la cécité, la non-voyance. C'est qu'il y avait possibilité là, que les deux, vous puissiez mettre à contribution vos façons de faire, vos connaissances, vos expériences. Puis, oui. Donc, c'était une belle émission, bel tournage, parce que dès le début, Laurie ne savait pas trop quoi faire, mais j'ai dit, regarde, t'as juste à poser des questions, comment me guider. Donc, on est beaucoup dans la communication. On était, moi et Laurie, pendant le tournage, beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'entraide, dans l'écoute, l'échange aussi de nos vies. Donc, ça s'est très vite fait de se partager autre que, sur le tournage. Ils nous ont vraiment donné des opportunités à apprendre un sur l'autre. Donc, moi personnellement, j'en sors fière de l'émission, comment ça s'est terminé. Puis souvent, à partir du moment où ce que les gens commencent à nous poser des questions sur comment nous guider, admettons qu'on les rencontre dans le métro ou peu importe, ça fait place souvent à des discussions qui pourraient s'éterniser très longtemps. Oui. Les gens qui se donnent la peine de questionner, habituellement, c'est parce que ça les intéresse, puis après ça leur amène toutes sortes d'autres questions sur plein de sujets. Oui, mais ça suffit. Moi, comme je dis aux gens, ayez pas peur. Puis souvent, comme dernièrement, justement, j'ai rencontré une madame, elle me dit « Oh mon Dieu! » C'est après qu'elle avait posé plein de questions. Je m'en excuse, d'avoir posé des questions, mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça qu'on préfère, je pense, là. Parce que sinon, moi, je me dis, si moi, je réponds pas, ou même toi, Martin, tu réponds pas aux questions, bien, ces gens-là, ils restent toujours dans le doute. Et puis, ils se rendent compte de plus en plus qu'ils nous parlent, mais ils se rendent « Ah, je savais pas que tu étais capable de faire ça » ou « Ah, je savais pas. » Mais moi, je dis toujours, oui, on fait des choses des fois peut-être plus lentement ou peut-être avec des outils spécifiques à qu'est-ce qu'on est en train de faire, si on pense à la cuisine, si on pense à plein d'autres affaires, mais ça suffit juste d'avoir un jeu. Tu sais, moi, je dis jeu au poker, mais il dit, oui, mais comment vous faites pour les cartes? Comment vous faites pour les jetons? Ben, c'est simple, hein? C'est ça. Les gens ont peur des fois de poser des questions qu'ils considèrent stupides ou, blessantes ou peu importe. Mais moi, je dis qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas parce que moi aussi, si je rencontre quelqu'un qui a une maladie ou qui a un enjeu que moi, je ne sais pas, ben je veux. Ça va être la même chose, on ne le saura pas. Non. Plus tout comment qu'ils font ou les embûches qu'ils vont rencontrer. Exactement, oui. Voilà. Non, c'est... moi, je trouve dans tout ce que je fais aussi, je me rends pas compte à quel point je suis aussi vivante dans... Comme j'ai dit tantôt, moi, je fais juste vivre ma vie. Puis je pense que c'est ça que je dis aux gens. Je fais le choix à chaque matin de me lever et de dire « OK, aujourd'hui va être une bonne journée. »
Au lieu de dire aujourd'hui, puis j'en ai des mauvaises journées, je m'en cacherai pas. Mais je sais qu'en me levant le matin, je m'ouvre les yeux, j'ai la même vision que j'avais la veille. T'sais, on espère toujours qu'on a la vision de Superman puis que tout va se guérir. Mais pour le moment, c'est ça. Donc, j'ai pas le choix de continuer de faire mes activités, de me pousser à mes limites, mais même dépasser mes limites, de me dire, regarde, j'ai pas le choix de continuer. Je pourrais rester à la maison à rien faire, mais ça me donnerait quoi? Ça me donnerait quoi de jouer la victime puis d'attendre que quelqu'un m'aide? C'est au contraire, c'est moi qui cherche des solutions, puis on se rend compte, le plus qu'on sort de cette fameuse zone de confort, le plus qu'on se réalise comme personne et le plus qu'on peut apprendre aux autres quoi faire. T'en dis beaucoup, hein, Martin? Oui, mais t'en dis beaucoup, puis j'aimerais tellement ça que tout le monde pense comme ça, puis comprenne ça. Ça serait... On aurait un milieu avec des personnes non-voyantes encore plus actifs et productifs et encore plus à l'affût de solutions. Oui, c'est parce que souvent, les gens non-voyants, puis moi, je m'y mets, je me permets de le dire, on est souvent surprotégés. On se fait dire souvent, il faut suivre les règles. À l'école, il faut suivre les règles, il faut avoir de l'aide, il faut ci, il faut ça. Puis on est très rarement poussé pour dépasser nos limites. On est très rarement mis à l'épreuve de plusieurs choses. Puis moi, j'ai décidé de me dire, hey, je suis une femme à la base. Ma canne blanche, oui, ça m'identifie comme non-voyante, mais je peux cuisiner, je peux danser, je peux me maquiller, je peux m'habiller, je peux faire plein, je peux voyager toute seule. Ça suffit juste de poser des questions, ça suffit. Puis moi, qu'est-ce que je m'amuse le plus, c'est de vraiment éduquer les autres et de dire, je suis capable. Mettez-moi pas des barrières parce que c'est sûr que je vais les surlever assez vite, là. Je prends très rarement non comme réponse. Donc, comme je dis tantôt, je suis très transparente. Oui, j'avoue que des fois, je me dis, OK, peut-être je suis... On s'entend, on se met souvent dans le doute parce que ça, c'est notre mental qui nous parle. Mais la majorité du temps, on fait part des choses et on se dit, OK, finalement, ce petit embûche-là, puis comme j'ai dit, quand on sort de la zone de confort, quand on passe une petite embûche, ce petit embûche-là, à un moment donné, il a l'air moins gros qu'il était. Donc, la montagne devient une colline, la colline devient juste un petit marche, puis c'est tout. Puis une fois qu'on a réalisé quelque chose qu'on pensait pas ou qu'on dit, disons, regarde, on met au défi, je vais le faire, mais c'est gratifiant, là. Mm-hmm. Je veux dire, ça l'amène quelque chose de positif. C'est pas juste de dire, on l'a fait pour le faire, là. Non, souvent. Tout vient avec des étapes. Aussi. Tout, qu'est-ce que j'ai fait, ça a l'air bien beau que je te raconte que là, oui, je suis la femme forte et que je suis entrepreneur et que je voyage. Mais si tu m'aurais parlé il y a quelques années, je suis pas du tout la même femme qui a même 3, 4, 5 ans. Je suis pas du tout la même femme. Pourquoi? Parce que moi, j'ai décidé de me prendre en main, de faire la croissance personnelle que la majorité des gens veulent pas faire. Pourquoi? Pour une peur de quoi? C'est une peur qu'on se crée et à un moment donné, ça a été des étapes. J'ai pas tout de suite monté sur scène. J'ai parlé dans une sous-sol d'église à ma première conférence avec 5 personnes. Après ça, ça a été une vingtaine, une cinquantaine, une centaine. Puis maintenant, de toute façon, je suis non-voyante. Fait que je vois pas combien de personnes qui en avant de moi. Mais là, j'ai déjà parlé à 1000, 2000, 3000 personnes. Là, je pense qu'il n'y a plus de différence, là. Non, c'est ça. Puis je suis tellement contente parce que je me dis, OK, je suis pas du tout la même femme il y a 4 ans où est-ce que j'avais peur de parler à 5 personnes en avant de moi. Mais ça vient avec de l'aide et de la volonté de faire la chose. Et ça prouve aussi qu'on progresse dans la vie, puis que surtout quand on le veut, on progresse encore plus vite. Oui, quand on veut, on peut. Voilà. Oui. Et quand on veut justement faire des changements dans notre vie parce que nous, on veut, comme je disais tantôt, mettons, la massothérapie, il me disait qu'il fallait que je le fasse. C'était peut-être pas le bon moment, comme tu as dit tantôt, mais à un moment donné, je me suis dit, OK, je veux le faire. Dans ce cas-là, il y a plein de portes qui se sont ouvertes, plein d'opportunités
qui ont fait que j'ai été capable de graduer, mettons, de l'école de massothérapie, d'avoir une belle carrière comme massothérapeute. Voilà. Et là, bien, hein, tu es rendu sur la rive sud. Oui. Fais-moi pas penser. Mais oui, je suis... Comment on appelle ça? Quelqu'un qui vient de la rive sud ou de... Une Bouchervilloise, ça se dit-tu? Ça se pourrait. On va inventer. Je suis rendue une Bouchervilloise, voilà. J'ai inventé un nouveau mot. Fait que, oui, donc j'habite à la rive sud avec mon copain, donc qui prend mari, prend pays, qui prend copain, prend Boucherville. Fait que je suis... en fait, c'est avec mon copain, ça a été vraiment une chose excellente qui s'est passée dans ma vie. C'était un choix, encore une fois, que moi, j'ai pris pour dire que, regarde, j'avais besoin de changement dans ma vie. J'avais besoin de quelqu'un qui me comprend, parce qu'on l'a dit tantôt, mon copain, il est non-voyant. Et pour un peu tisser les liens avec ce que je disais au début. Donc, au début de ma jeunesse, j'avais personne qui me comprenait, à part mes amis à la fondation. Et là, plusieurs années plus tard, je vis avec quelqu'un qui me comprend à tous les jours. Ça, c'est le meilleur cadeau que la vie pouvait m'apporter. J'ai quelqu'un que si je pleure, il me comprend, puis il n'y a pas besoin de dire « Pourquoi tu pleures? » C'est parce que j'ai une mauvaise journée de ma vision pour X raisons. Si je m'enfarge dans un mur, on en rit maintenant. Donc, c'est « Ah, le mur, c'est pas tassé. » Donc, c'est des petites choses drôles qu'on se fait des situations. Et pour moi, le plus beau cadeau, c'est que je suis jamais seule. Je suis jamais seule quand que je sors dans des lieux tels que les restaurants. On est allé au Centre Bell, on est allé au cinéma, drôlement dit. Oui, on est allé voir un film. Les non-voyants, on est capable d'aller au cinéma, on écoute. Hein, Martin? On n'est pas obligé de voir au cinéma. Non, on n'est pas obligé. On va pas s'empêcher d'aller voir un bon film. Un bon film, oui. Puis on dit pas, je suis allée écouter un film. Non, moi, je dis pas ça, en tout cas. Non, je suis allée voir un film. Oui. Et je suis jamais puis seule. je lis un livre, puis bon. Oui, exactement. Je lis un livre, j'ai écouté, j'ai vu un film. Mais je pense que c'est ça, juste pour dire que je suis jamais seule. Je suis jamais seule, puis je me rends compte, 2 cannes blanches font plus d'impact qu'une canne blanche. Donc, les gens sont vraiment prêts à nous aider. Des fois, drôlement, ils nous aident, mais on prend toute l'aide possible. On fait l'éducation doublement. Mais je trouve que moi, en étant en une relation précédente avec quelqu'un qui avait pas d'handicap visuel, j'avais beau expliquer ma réalité, j'avais beau expliquer qu'est-ce que j'avais besoin, c'était toujours, je me sentais toujours comme un fardeau, veux pas. Là, ça veut pas dire que la personne me faisait sentir comme ça, mais moi, personnellement, je me sentais jamais à la hauteur parce que j'avais pas la vue. Parce que quand on marchait dans la rue, mon ancien copain voyait qu'est-ce qui se passait de l'autre côté de la rue, étant donné que maintenant, quand je marche avec mon copain, c'est une surprise pour les deux. C'est ça. Vous êtes pas plus avantagés l'un que l'autre, si on peut dire ça comme ça. Non, non, j'aime beaucoup ma vie maintenant. Je suis très fière de dire que j'ai une belle complicité avec mon copain, puis que ça se passe super bien. On se découvre tous les jours. C'est quoi nos limites? Puis je pense qu'est-ce qui est bien. Moi, je suis plus forte dans quelques aspects de la vie au quotidien, et mon copain, il est très fort sur d'autres choses. Donc, on se challenge. C'est complémentaire. Complémentaire, aussi. Oui. Uh-huh. Oui. Donc, moi, je me dis des fois, en fait, je l'envie beaucoup. Je peux pas dire jaloux, mais je l'envie beaucoup. Mon copain marche tout seul. En fait, il est très aventurier, évidemment avec des cours d'orientation mobilité, mais il va marcher dehors tout seul, étant donné que moi, je viens de commencer mes cours d'orientation mobilité. Donc, il m'est arrivé un accident quand j'étais plus jeune qui a fait que j'ai refusé de marcher dehors. Donc, je suis en apprentissage. Et des fois, on se donne des défis. OK, t'es capable, tu sais. Mais ça va être toujours, comme j'ai dit, une complicité parce qu'il comprend ma réalité. Il ne va pas me faire traverser une rue en sachant que ça a été difficile pour lui. Donc, c'est bien sur cet aspect-là. Écoute, je ne sais pas si tu aurais envie, mais on pourrait peut-être le laisser
raconter des trucs. Lui Ben aussi. oui. Écoute, je pense que ça va y faire plaisir une prochaine entrevue. Là. Oui, c'est ça exactement. Là, pas un petit 5 minutes en finissant cette entrevue-ci. Là. Non, il est capable de parler comme moi. Là, la semaine prochaine. Oui, exactement. Merci beaucoup, Martin. Ben, c'est moi qui te remercie parce que, comme je le disais au début, on se connaissait pas tant. Je savais qu'on aurait des choses à raconter. Mais vraiment, tu es très volubile. C'est vraiment extraordinaire. On pourrait t'écouter pendant des heures. Et ce que moi, je souhaite par-dessus tout, cette entrevue-là, sauvegardez-la, écoutez-la, réécoutez-la. Oui. Hein, vous allez peut-être pas tout saisir l'importance des propos tout d'un coup. Mais... Ben, je suis très actif aussi sur les réseaux sociaux. Hein, donc, je suis YouTuber aussi. Donc, ils peuvent me découvrir sur YouTube avec mon nom, Claudia Nigrelli, sur Facebook. Puis, je suis quand même... moi, comme je dis tantôt, j'adore aider les gens. Fait que si les gens veulent m'écrire, je suis prête à leur aider le plus que... Là, peut-être, je répondrai pas tout de suite, mais ça va me faire plaisir d'avoir justement... Si je peux aider quelqu'un qui vit soit avec la cécité diagnostiquée récemment ou au courant de leur vie, ou même les gens qui sont curieux d'en apprendre plus sur la non-voyance, ben je suis toujours ouverte à répondre, à créer des liens avec des gens qui veulent avoir plus d'informations. C'est une grande générosité, donc j'espère que les gens vont vont profiter de cette occasion-là pour échanger, puis en apprendre plus, puis continuer de découvrir Claudia, qui est une personne vraiment très, très extraordinaire, qui est sympathique, puis qui est cool à découvrir. Merci. Et ouais, c'est moi qui te remercie. Et je remercie les gens à la maison de nous écouter, de continuer de nous écrire. J'espère que vous allez écrire à Claudia, mais continuez à nous écrire aussi, parce qu'on est en fin de saison. Je prépare une autre saison. Donc, si vous avez des gens à proposer ou si vous voulez vous proposer vous-même pour venir parler au micro de Connaissez-vous, ça va me faire plaisir. En attendant, bien, on se laisse là-dessus, puis on se retrouve très bientôt avec le copain de Claudia la semaine prochaine. Avec Bruno Monblot. Bruno Monblot et une nouvelle émission de Connaissez-vous. Merci beaucoup, encore une fois. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.